Alors, l'idée de la torsion, maintenant, l'exemple, c'est de pouvoir comparer la torsion et les éléments de la torsion obtenus par la théorie d'élasticité pour la comparer avec la théorie des poutres classique où on considère un élément unidimensionnel. La torsion, vous voyez qu'elle est obtenue en appliquant deux moments aux extrémités, un dans ce sens et un dans ce sens. D'accord? Deux torsions, le même moment, on les applique dans les deux extrémités, dans le sens contraire. Il faut faire attention que si je veux avoir une torsion pure, il ne faut pas que ma section se déforme différemment. D'accord? C'est-à-dire, il faut que j'ai une rotation de corps rigide autour de l'axe X. C'est comme vous faites une translation de corps rigide, c'est tout le corps qui va se déplacer. Là, c'est tout le corps qui va se tordre et va tourner en torsion. D'accord? Donc ça, c'est très important. Alors, j'applique les deux moments sur les deux extrémités, sur un cylindre de longueur 1, L, dans un repère X, Y, Z. Le cylindre a un rayon, donc, petit a. D'accord? Donc là, si je veux un déplacement, le déplacement dépend de l'angle de rotation que je supposer θ. Le plus important, c'est que cet angle de rotation, j'ai dit, il est de corps rigide, il dépend uniquement de l'axe X, d'accord? Et j'aurai donc un angle de rotation petit, d'accord, qui dépend uniquement de la direction X. Donc, si je veux un champ de déplacement, je peux facilement le calculer. Il est suivant X, E1, que je multiplie par le rayon. Le rayon, je peux l'exprimer suivant les trois directions, X suivant X, Y suivant Y et Z suivant Z. D'accord? Ça, c'est simple, puisque je peux exprimer un rayon dans un repère X, Y, Z. D'accord? Et si je multiplie ce vecteur-là, θ, E1, avec le vecteur X, E1, Y, E2 plus Z, E3, sachant que 1 fois E1, c'est 0, E1 fois E2, c'est la troisième direction E3, et E1 fois E3, c'est le moins E2. Donc, c'est ce qu'on obtient ici, si vous voulez, avec E2 et E3. D'accord? Ça, c'est un vecteur. Suivant E1, je n'ai pas de composante, donc U est égal à 0. Suivant E2, j'ai une composante moins Z multipliée par θ, donc c'est le V. Et suivant E3, c'est une composante Y fois θ, donc c'est W. D'accord? Celui-là est un vecteur, bien sûr, de champ de déplacement suivant E1, E2, E3. Je rappelle, E1, E2, E3, c'est les vecteurs unitaires suivant X, Y, Z. D'accord? Maintenant, j'ai les déplacements, je peux calculer facilement les déformations et les contraintes. Donc là, je vais inverser, je pars des déplacements et je vais chercher les forces qui ont provoqué ces déplacements. D'accord? Là, donc, j'ai les contraintes, les déformations par compatibilité qui vont être égales à du sur dx, dv sur dy, dw sur dz, et gamma xy, gamma xz et gamma yz. D'accord? Si vous remplacez u, v et w dans ces expressions, vous allez obtenir epsilon x est égal à 0, epsilon y est égal à 0, et epsilon z est égal à 0. Gamma xy, c'est du sur dy plus dv sur dx, du sur dy, c'est 0 plus u est égal à 0, dv sur dx, vous allez dériver θ par rapport à x, plus θ dépend de x. Donc, ça sera moins z dθ sur dx. Gamma xz, du sur dz, c'est 0. dw sur dx, le w a un θ, donc je peux dériver θ par rapport à x. Et gamma yz, donc c'est égal à 0, dv sur dz plus dw sur dy. D'accord? Donc avec ça maintenant, je peux calculer les contraintes par la loi de Hooke ou bien par la loi de Lamé d'une façon très directe. Avec, je rappelle ici donc les déformations que j'ai obtenues. Il suffit de les remplacer dans les équations de Lamé et on va obtenir donc ces contraintes. Sigma x, sigma y, sigma z, tau xy, tau xz et tau yz. D'accord? Donc avec les contraintes, maintenant, je peux vérifier quelles sont déjà, vérifier les conditions, les forces, les équations d'équilibre, d'accord? Elle vérifie simplement les équations d'équilibre. Donc, avec ces contraintes, je les rappelle ici. Si je remplace dans les équations d'équilibre, d'accord? Et si je néglige les forces de volume, ça va me donner deux équations. d tau xy sur dx est égal à 0 et d tau xz sur dx est égal à 0. D'accord? Si je remplace tau xy et tau xz par leur valeur, donc ceci, quand tau θ dépend de x, on aura donc trois équations. 0 est égal à 0, moins zg d de tau sur d de x2 est égal à 0,
et moins YG d de θ sur dx est égal à 0. D'accord? Donc là, j'aurai d de θ sur dx est égal à 0. Là, j'ai d de θ sur dx est égal à 0. Si la dérivée seconde de θ par rapport à x est égale à 0, ça veut dire que la dérivée première, elle est constante, est égale à θ'. D'accord? Et là, donc, je peux continuer. Je peux vérifier les conditions limites. Les conditions limites, bien sûr, c'est beaucoup plus la surface latérale de mon cylindre qui est définie par le rayon du cercle du cylindre. D'accord? J'aurai sigma 1 donc qui est égal à 1 sur A y E2 plus Z E3. Je répète, E2 et E3 sont les vecteurs unitaires suivant 2, c'est-à-dire suivant Y, et suivant X3, c'est Z. D'accord? A et tau, bien sûr, c'est le vecteur tangentiel sur le point considéré. J'aurai tau x, y et tau x, z que je multiplie par sigma 1. J'obtiens donc le tau que j'ai ici. D'accord? Si je remplace maintenant tau x, y et tau x, z par ce que j'ai trouvé donc tout à l'heure, ces deux expressions-là, je peux avoir l'expression de tau qui est égale à 0. Donc, ça dénote que la surface latérale n'est pas chargée. C'est les conditions limites. C'est un résultat vrai, puisqu'il n'y a pas de moment de torsion, pas de force de traction donc, aux extrémités. D'accord? Donc là, si vous voulez calculer maintenant les expressions, vous savez que les taux, ou là, les taux qu'on a ici, ce sont des contraintes qui sont appliquées sur un point quelconque de dimension D1, de surface D1. D'accord? Donc, imaginez que j'ai plusieurs contraintes sur toute la surface. Je vais juste intégrer puisque je dois faire la somme sur tous les points de ce cercle. D'accord? Et là, donc, vous obtenez ces expressions-là. Si vous voulez calculer la réaction suivant X du cercle, d'accord, il suffit de ça, c'est une force. Sigma x fois dA, c'est une force. Et si vous voulez obtenir la résultante de toutes les petites forces, il suffit de faire la somme. Bien sûr, la réaction est égale à 0 si vous la calculez. Suivant y, la même chose. C'est θ, x, y, c'est la contrainte. Si je multiplie par dA, j'obtiens donc la force sur le point considéré. Et si je dois prendre tous les points du cercle, il suffit de faire la somme ou bien l'intégrale de tout ça. Avec la valeur de taux xy qui est égale à moins zg dθ sur dx, on a dit dθ sur dx, c'est une constante θ'. Je peux donc calculer ça et retrouver 0. La réaction z, la même chose, elle est due à taux xz et vous allez trouver donc 0. D'accord? Donc le seul qui va être différent, c'est le moment autour de x. Le moment de tour de x, il est dû à taux xy et il est dû à taux xz en prenant des bras de levier X, Z et Y. D'accord? Et j'aurai donc, ça c'est un bras de levier avec une contrainte que je multiplie par dA, j'obtiens la force. Ça c'est un bras de levier avec une contrainte que je multiplie par dA, j'obtiens la force. D'accord? Donc ça c'est deux moments parce que j'ai deux composants taux XY et taux XZ. Et si vous faites un calcul, vous allez obtenir un moment qui dépend de l'inertie polaire IP qui est égal pi à 4 sur 2. Donc ça c'est un résultat que vous avez retrouvé en RDN classique. M, Y et M, Z sont nuls de façon simple. D'accord? Voilà, donc là, j'ai terminé la troisième application et la dernière application. On a profité